Bonjour à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Vous voyez, j'ai changé de décor, je ne suis pas chez moi, mais je continue à faire les lives. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, trois petites choses. Un premier témoignage d'enfant de pied noir que je tire en fait de ce livre-là, qui était d'Hubert Ripoll et que j'ai vu en 2012, on en reparle tout de suite. Deuxième point, c'est les verreries d'Afrique du Nord. C'était en fait ça à La Seignat, et j'y reviendrai parce que c'est tenu par le père de quelqu'un qui a monté un site pendant très longtemps, donc on en reparlera aussi. Et tiens, je reviens sur ce dont j'ai pas pu parler hier, c'est-à-dire Oran, les Jeux méditerranéens de 2021. Alors je me suis rendu compte que c'était un article quand même qui datait de août 2015. Je sais pas comment il est revenu dans ma page ou je ne sais pas trop quoi, je l'ai partagé, mais en fait il est pas tout récent, mais j'avais des petites questions à poser aux Oranais actuels sur certaines choses ici. Donc, on attaque avec donc ce livre-là, mais un témoignage qui se trouve dedans. C'est le témoignage d'un jeune, d'un enfant de pied noir qui doit avoir la trentaine maintenant et qui s'appelle Jam, Ramé, qui vivait à l'époque de ce témoignage-là, c'est-à-dire en 2012, qui vivait en Argentine et qui actuellement est revenu à Madrid. Et je l'avais interrogé l'année dernière parce que je tenais un site de témoignages d'enfants de pied noir que j'ai un peu laissé tomber depuis parce que ça me demandait un petit peu trop d'efforts. Et peut-être que je le reprendrai là parce qu'en fait, je commence à reconnaître un petit peu de monde, donc je le reprendrai peut-être. Et alors lui, je l'avais interrogé pendant une heure et demie, quelque chose comme ça, et il m'avait expliqué toute son histoire. Mais bon, je vais revenir sur le témoignage qu'il laisse dans le livre de Hubert Ripoll, ici, qui a eu un énorme succès. Salut Michel, qui a eu un énorme succès quand même. Et c'est ce qu'il dit, Ramé, ou Jam, je ne sais pas comment je vais dire. C'est ceci. Il y a 3 ans, je me suis rendu compte que rien dans mon patronyme ne rappelait mes origines espagnoles ou pieds noirs, et j'ai éprouvé le besoin de rajouter celui de ma branche maternelle. Donc sa branche maternelle, c'était une branche pied noir. J'ai eu envie de garder une trace de cette culture et d'avoir un nom qui ne soit pas complètement français. J'aime ce nom qui montre que je ne suis pas complètement français et qui montre que je viens d'ailleurs, parce que pour moi, ce sont les racines que je veux garder, celles dont je suis fier. Ça paraît un peu soudain comme décision, mais elle a été mûrie pendant plusieurs années. C'est l'aboutissement d'un cheminement mental. Je n'ai pas pu abandonner mon nom français car en France, c'est très compliqué de changer son état civil. Je me suis plongé dans le droit pour savoir comment je pouvais faire avec ces deux noms. Mon nom est maintenant composé FG du patronyme de mon père et de ma mère. C'était quelque chose que je voulais faire à tout prix. Je savais que mes grands-parents en seraient très heureux. Ma grand-mère en a été fière. Elle a trouvé cela génial. Mon grand-père ne me l'a pas dit car il exprime peu ses sentiments, mais je sais par ma grand-mère qu'il en était très heureux. Si je devais choisir entre mes deux noms, je choisirais sans aucun doute le patronyme maternel. Alors je vais trouver ce témoignage fort parce que on était avec un enfant de pied noir et je rappelle qu'à l'époque il était jeune et je me demande même si à l'époque où Hubert Ripoll fait ce gros travail de récupération de témoignages dans ce livre-là, et ce qui est intéressant dans ce livre-là quand même, c'est qu'il fait la récupération des trois générations, c'est-à-dire ma génération à moi qui est née en France après 69, salut oui oui, ma génération à moi qui est née en France après 62, pas 69, la génération du dessus des pieds noirs qui étaient enfants et adolescents dans les années 50 et la génération du dessus qui était vraiment ancrée, qui avait, je sais pas, la quarantaine quand ils sont partis en 62. Donc il arrive à réunir tous ces témoignages-là, et je trouvais bien que dans ce livre, il inclut aussi les personnes comme moi pour voir de quelle manière est-ce que l'exode s'était répercuté sur ma génération à moi. Et on voit dans ce témoignage-là de Jam, de Ramé, je ne sais pas comment je vais dire, qui en fait, il y avait une obsession profonde
une répercussion profonde chez quelqu'un qui à l'époque devait avoir à peine, je sais pas, 25 ans, à mon avis il n'avait pas la trentaine encore, hein. Une obsession profonde de récupérer ces racines-là pour les avoir dans son nom à lui. Son but à lui, c'était pas de faire comme moi, retrouver Oran ou retrouver Merzel-Kébir ou monter un site ou quoi. Lui, ce qu'il voulait, c'était que son nom porte une trace de ses origines pieds noirs. Et alors vraiment, j'ai trouvé ça très très fort. Et puis il a fini par y arriver. Hein. Et quand j'en ai parlé avec lui, manifestement, il était tranquille avec ça. Il n'avait plus besoin ensuite de quoi que ce soit. Lui, il n'a pas de désir particulier d'aller en Algérie. Lui, il avait juste le désir de porter dans son nom les traces de son histoire pied noir, qui n'était pas reconnue de quelque manière que ce soit. Et il voulait donc que ce soit dans son nom. Salut Lidou. Donc c'est encore une manière pour moi étonnante à laquelle je n'avais pas pensé et que j'ai retrouvé d'un seul coup dans ce livre, et d'autant plus que j'avais fait un petit article et qui m'avait répondu. C'est une manière encore très particulière de voir de quelle manière est-ce que les descendants comme moi se retrouvent affectés par une histoire qu'ils n'ont pas vécue directement, mais dont ils ont des besoins obsessionnels. Et lui, son obsession, c'était pas comme moi, c'était réellement d'aller chercher son nom et de fixer cette histoire pied noir dans son nom même. Et s'il avait à choisir, c'est quand même ce qu'il dit à la fin, s'il avait à choisir, hein, si je devais choisir entre mes deux noms, je choisirais sans aucun doute le patronyme maternel, c'est-à-dire son origine pied noir. Salut Patricia, on t'écoute avec ma maman. Ah bah tu envoies le bonjour à ta maman alors. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce témoignage là qui est quand même très fort. Et je vais attaquer avec les verreries d'Afrique du Nord. Alors ça c'est donc une verrerie. Si avec un peu de chance c'est pas pixelisé, on voit tout au fond, évidemment, la colline de Santa Cruz. Et on voit sur la gauche ou sur la droite, en fait, comme c'est inversé, je ne sais pas trop si c'est à gauche ou c'est à droite, une grande cheminée. Une grande cheminée qui correspond à la cheminée des verreries. C'est-à-dire là où on fabriquait le verre. Alors je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi à la Seigna on fabriquait les verres et qu'est-ce qu'on fabriquait comme verre. Mais d'abord je voudrais parler de la personne quand même qui m'a renseigné là-dessus. Cette personne, c'est lui. Alors lui, c'est une photographie de 1900. Alors c'est marqué en bas de 1957. Et avec un peu de chance, si je fais un gros plan ici, il s'appelle Jean-Claude Pillon. Salut Martine. Il s'appelle Jean-Claude Pillon. Et alors, il faut savoir, Jean-Claude Pillon, il a tenu. Et il le tient toujours, hein, même si je pense que c'est moins actif maintenant. Un gros site sur Oran, hein, je ne sais pas, il y a 2, 3 gros sites sur Oran. Il y a le site de Edgar Attias, qui était du quartier juif et qui est la mémoire d'Oran, enfin qui est une grosse mémoire d'Oran. Il y a le site Oran des années 50, qui est surtout un site où il y a des milliers de photographies, mais où il n'y a pas vraiment de texte. Hein. Et puis il y a le site de Jean-Claude Pillon là, qui lui est énorme aussi, où il a recueilli énormément de témoignages. Et lui, c'est pas un pied noir, lui. Lui, en fait, et on verra tout à l'heure, son père, il est venu travailler à partir de 1942 aux verreries de la Seigna et je crois, jusqu'à la fin des années 50, mais pas 62. Donc il n'est pas pied noir lui, mais il a connu Oran entre 42 et la fin des années 50 et il a été très attaché à cette ville, si bien qu'il a monté un site qui est vraiment très important et je vous conseille d'aller le voir. Salut Nadine! Et je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a énormément d'informations dessus. Et ce que j'aime bien dans ce site, contrairement aux autres qui sont très historiques, dans ce site, lui, il a fait un peu d'histoire bien évidemment, mais il a surtout récupéré tout ce que pouvait être l'ambiance de Oran dans les années 50. Donc il y a énormément de témoignages, il y a énormément de petites choses de la vie quotidienne. Et ça, c'est des choses que moi je cherchais quand j'étais dans ma recherche sur Oran, c'était la vie quotidienne. Moi, je voulais pas tellement connaître je sais pas comment dire, connaître les grandes phases, même si en fin de compte, je me suis quand même plongé dans les grandes parties historiques, mais je voulais surtout avoir la vie quotidienne à Oran pour sentir dans quel endroit vivaient mes grands-parents, mes parents. Et sur ce site-là, qu'il a tenu lui pendant un bon moment, c'était quand même c'était une source d'information énorme. Et alors, lui, son père,
Alors ils habitaient rue Lamartine, je pense que vous connaissez pour certains d'entre vous rue Lamartine, c'est une rue qui est parallèle à l'avenue Loubet, qui menait au monument aux morts à l'époque et qui mène aujourd'hui à ce qu'on appelle la stèle du Maghreb, c'est-à-dire que c'est le socle du monument aux morts, puisque les 3 statues qu'il y avait ont été rapatriées à Lyon en 1967, il ne reste plus que le socle, et le socle a été recouvert de mosaïques, et ça s'appelle maintenant la stèle du Maghreb. Et lui, il habitait, hop, rue Lamartine, c'est-à-dire une rue parallèle vers l'est, à l'avenue Loubet. Et son père, à lui, il travaillait avant, alors je vais essayer de me rappeler un tout petit peu précisément le nom de là où il travaillait. Il travaillait, il était comptable à la CEVA, en France, c'est-à-dire la Société d'études verrières appliquées, à Chalon-sur-Saône. Et en 1942, cette société-là, ah, salut Valérie. Cette société-là, en 1942, elle projette d'aller installer une verrerie à La Sénia, tout près d'Oran, parce que il y a un problème. On est en 1942, et en fin de compte, la guerre a provoqué quelques soucis, et on a des problèmes d'approvisionnement en verre, tout simplement. Donc, en 1942, ils font le projet d'aller installer une verrerie à La Sénia, à côté d'Oran, et de manière à approvisionner toute l'Algérie en verre, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement qui sont importants. Et alors, c'est son père, qui est comptable donc à la CEVA, qui va devenir en tout cas le responsable de la comptabilité de ce qui va aller s'installer à la Sénia, qu'on appelle les verreries d'Afrique du Nord, en simplifié, en acronyme VAN, VAN. Et alors, je vais juste vous expliquer de quelle manière pourquoi est-ce qu'ils se sont installés à la Sénia, là, en 1942 à peu près. Nadine me dit, j'ai adoré tes dessins sur les jouets de l'époque. Ah, c'est pas mes dessins, qu'on soit bien d'accord, mais c'est les dessins que j'ai postés, que j'ai retrouvés. C'est les cadeaux que nous avions à Noël, car nous n'avions pas les moyens d'acheter des cadeaux. Ça, c'est vrai, je n'ai pas eu ce genre de remarques-là, parce qu'en général, quand même, ces petits jouets-là, manifestement, c'était les jouets que les enfants se fabriquaient eux-mêmes. Donc, j'ai pas vu de témoignage d'enfants qui recevaient ce genre de jouets là à Noël, parce qu'en règle générale, ils se les fabriquaient eux-mêmes. Et alors, j'ai tiré toutes mes infos d'un article que j'avais trouvé dans Mémoire vive, qui est une petite revue du CDHA, si vous voyez un petit peu le sigle là. CDHA, c'est le Centre de documentation historique sur l'Algérie. Et je ne sais pas comment j'avais fait, j'étais tombé là-dessus, parce que c'est une revue que je lis très peu, mais il m'en était tombé une sous la main, et paf, je m'étais rendu compte que dedans, il y avait un article de Jean-Claude Pillon sur les verreries d'Afrique du Nord. Et alors, il expliquait tout, absolument tout. C'était un article qui faisait 10 pages, et j'étais rentré un peu dans le détail, mais j'en avais extrait le plus important, parce que sinon, on partait dans la fabrication du verre, et ainsi de suite, on s'en sortait plus. Et il explique notamment pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'installer cette verrerie d'Afrique du Nord à La Sénia. Et il explique qu'il y a 3 raisons au fait d'installer ça à La Sénia. La première raison, c'est que c'est pas loin du port d'Oran, et ça c'est sûr que si on veut exporter ou même si on veut récupérer de la matière première, c'est pas négligeable d'être près du port. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait une carrière de sable qui soit pas trop loin. Et en vérité, il va y avoir une carrière de sable qui va être à Saint-Denis-de-Sigue, donc à une cinquantaine de kilomètres, si je me rappelle bien, une cinquantaine de kilomètres au sud-est d'Oran. Et c'est une carrière de sable qui va permettre d'approvisionner, parce que je rappelle quand même que le verre, c'est fabriqué à partir du sable, qu'on va porter à haute température, qu'on va faire fondre et qu'on va ensuite faire refroidir très vite pour avoir des plaques de verre. Mais il faut savoir que le sable qu'on récupère à Saint-Denis-de-Sigue et qu'on récupère en fait en Algérie de manière générale, du moins à cette époque-là, actuellement je ne sais pas trop, c'est du sable qui n'est pas suffisamment pur pour qu'on puisse fabriquer du verre, des vitres, des miroirs, etc. C'est juste du sable qui va permettre de fabriquer un verre de qualité moyenne, et avec ce verre de qualité moyenne, on va fabriquer des bouteilles notamment. Et je m'étais plongé ensuite, parce que ça n'y était pas dans l'article, je m'étais plongé ensuite à la recherche des différentes bouteilles qui pouvait bien y avoir et qui étaient fabriquées dans ces verreries-là. Et alors il y a un troisième point qui font qu'ils s'installent à La Sénia,
c'est qu'il y a une ligne de chemin de fer qui est reliée au Maroc et que le Maroc est un client potentiel non négligeable. Et ils expliquent ensuite que c'est 30% du chiffre d'affaires des verreries, les relations qu'il y a avec le Maroc. Alors j'ai mis un peu de temps avant de comprendre, il a fallu que je plonge dans les types de verres, les types de boissons qu'il y avait pour me rendre compte qu'il y avait une boisson qui était fabriquée par les brasseries marocaines, et une boisson que vous devez connaître pour pas mal d'entre vous, c'est le jus d'or. Ben, le jus d'or, j'ai appris que ça arrivait du Maroc en fait. Hein. Tu vois Valérie, il y a des choses qui arrivent du Maroc ici. C'était le jus d'or. Alors je sais pas trop si le jus d'or il existe toujours, hein, mais en tout cas il y avait cette boisson-là que tout le monde connaît. Je crois même que Dan en avait parlé dans le live d'hier, parce qu'il utilisait les petites capsules de jus d'or pour faire le Tour de France, etc., etc. Donc, c'est une société qui va se retrouver avec comme premier consommateur l'Algérie à 60% et à 30% le Maroc. Alors je vais juste pas m'étendre beaucoup plus loin parce que j'ai dit l'essentiel. La seule chose que je voulais dire quand même, c'est ensuite que apparemment quand même ça a l'air de continuer, mais là il va falloir juste me renseigner là-dessus parce que j'ai trouvé un message de quelqu'un qui écrit, c'est un monsieur qui s'appelle Christian Munch, retraité de Saint-Gobain, qui apparaissent enfin des traces de boissons contenues dans les fameuses bouteilles Van. Une info pour ceux que cela intéresse. Une info pour ceux que cela intéresse. La société Saint-Gobain, mon ancienne boutique avant la retraite, et Saint-Gobain apparemment était là jusqu'après 62, par l'intermédiaire de sa filiale Veralia, donc il faut voir, il y a probablement Veralia actuellement, vient de racheter la société Alver, anciennement Verrerie de l'Afrique du Nord, à Oran bien sûr. C'est-à-dire que Saint-Gobain vient de racheter une société qui lui appartenait jusqu'en 62. Peut-être que la nouvelle société va se remettre à fabriquer les bouteilles de BAO, de jus d'or et même d'orangina. C'est son message à lui. Et c'est grâce à ce message-là que j'avais enfin réussi à trouver quel type de bouteille et pour quelle boisson il fabriquait ça. Alors il fabriquait ça pour la BAO. BAO c'est super connu, hein. C'est la brasserie algérienne d'Oran, je ne veux pas raconter de bêtises, c'est ça, c'est la brasserie algérienne d'Oran, et apparemment la brasserie se trouvait du côté du quartier d'Elmont. Il y avait le jus d'or, donc le jus d'or, et apparemment ils apportaient la boisson du Maroc. Alors j'avais pris des petites photos, hein, peut-être que vous allez reconnaître. Ça, c'est la brasserie, c'est les bouteilles de bière, brasserie algérienne d'Oran. Ça, c'était le jus d'or. Ça, c'était Abdelbaki Fellois qui m'avait trouvé les photos parce que j'arrivais pas à trouver des photos du jus d'or. Donc, ces bouteilles un peu fines et longues là. Et puis, apparemment, il y avait un petit ours. Alors, il faudra quand même expliquer pourquoi il y a un ours qui se retrouve en symbole du jus d'or. Je ne sais pas du tout. Et, très important, il y avait aussi une autre bouteille qui était fabriquée par ces verreries-là. C'était l'anisette Galliana. L'anisette Galliana, peut-être que vous connaissez un tout petit peu parce que j'ai posté quelques trucs pendant des lives, notamment les relations avec Alicante, parce qu'il y a Carlos Galliana qui fait partie de mes contacts et qui intervient, enfin pas qui intervient dans les lives, mais qui de temps en temps poste des trucs, parce que c'est un descendant direct de l'anisette Galliana, dont les bouteilles se faisaient au niveau des verreries d'Afrique du Nord, là. Donc ici, j'avais trouvé aussi une carafe Galliana. Donc vous voyez, c'est vraiment des verreries qui ont été mais fondamentales à Oran, et il raconte le fils en fait du comptable, le fils du père là. Il raconte que une petite anecdote qui est sympathique quand même, c'est que je vais essayer de la retrouver. Jus d'or est vraiment le jus de fruits de mon passage à Oran, parce que lui, je rappelle donc qu'il a fait un petit passage entre 42 et la fin des années 50. Jus d'or est le jus de fruits de mon passage à Oran. Il y avait à l'époque, sur le fond des bouteilles, un logo indiquant l'usine ayant produit la bouteille. Ce fut pendant longtemps un jeu avec mon père, donc qui était comptable dans cette usine-là, et d'autres amis des verreries d'Afrique du Nord, que de retourner chaque bouteille, bu évidemment, pour vérifier sa provenance. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit témoignage sympathique, et puis pour moi, c'est l'occasion quand même de rendre hommage à Jean-Claude Pillon, qui a tenu un site absolument énorme
sur Oran. Je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que c'est un site qui est simple hein, et qui cherche surtout à retrouver le quotidien à Oran. Et pour moi, c'est fondamental de retrouver le quotidien à Oran. C'était la seule chose que je voulais et je voulais éviter absolument tout le voile politique, historique, idéologique qu'il y avait pour pouvoir accéder à Oran. Et lui, il m'a permis d'accéder au quotidien d'Oran. Dernier point. Alors, dernier point, c'était cet article-là. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Je l'ai vu passer il y a quelques jours. Lidou me dit, je regarde le live avec ma mère qui a 80 ans. Ben, ta mère qui a 80 ans doit se rappeler, j'imagine, le jus d'or, doit se rappeler la BAO, doit se rappeler l'anisette Galliana, parce que c'était manifestement des boissons qui étaient extrêmement courantes et dont j'ai plein de témoignages à droite et à gauche, hein, d'autant plus que les petites capsules étaient utilisées par les enfants pour s'amuser à faire leur tour de France, ce dont on a déjà parlé hier. Et alors, dans les Jeux méditerranéens, Oran organise les Jeux méditerranéens. C'est un article que j'ai vu passer là, et j'ai cru que c'était récent, mais en fait ça date quand même d'août 2015, et il raconte pas mal de trucs, et j'en profite là juste pour poser des questions aux personnes qui me sont là en direct, mais aussi aux personnes qui me verront dans le live, et il ne faudra pas hésiter à commenter dessous. Michel me dit il fabriquait aussi des bonbonnes. C'est possible, je ne sais pas très bien s'il fabriquait des bonbonnes, à vrai dire. Il fabriquait, je crois hein, qu'il fabriquait que du verre. Hein. Donc si c'est des bonbonnes, c'est des bonbonnes en verre. Moi j'ai des bonbonnes en plastique en tête, mais enfin bon, peut-être qu'à l'époque c'était des bonbonnes en verre. Et alors, bon, ils expliquent, Martine me dit, ma mère a 90 ans et ne se rappelle pas de jus d'or. Ah bah voilà, eh ben, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y en a pas mal qui m'en ont parlé de jus d'or. Hein. Et encore une fois, Dan, par exemple, m'en a parlé dans le live hier, parce que pour lui, ça reste quelque chose d'énorme. Hein. Ce jus d'orange-là, qui s'appelait jus d'or, où il y avait plein de publicités, qui jouaient sur le jeu de mots, hein. Jus, plus loin, d'or, D''OR. Et alors... Ils expliquent Oran s'est doté d'un site internet et d'une page Facebook pour promouvoir sa candidature. Elle se rappelle peut-être de l'anisette. Je pense qu'elle doit se rappeler de l'anisette. Mais demande-lui si elle se rappelle de l'anisette Galliana. Voilà, parce qu'il y avait quand même plusieurs types d'anisette. Il y avait l'anisette gras, par exemple, mais il me semble que l'anisette gras était d'Alger, mais enfin, elle devait se vendre aussi à Oran. Mais l'anisette Galliana, c'était vraiment l'anisette d'Oran, quoi. Michel me dit, vu sur le site de JC Pillon, avec un atelier vannerie, pourra habiller les bonbonnes. Eh ben voilà, d'accord, ça marche. Ah ben voilà, d'accord, ok. Donc c'est des bonbonnes en verre qui sont habillées avec de la vannerie. Ok, ça marche. Donc je reviens aux Jeux méditerranéens. Oran s'est doté d'un site internet et d'une page Facebook pour promouvoir sa candidature. La deuxième ville du pays compte beaucoup sur son complexe olympique. Alors le complexe olympique, je ne vois pas très bien, je pense que ça doit être le grand stade qui est en train de se construire là, et alors peut-être qu'il y a des choses autour. Donc s'il y a des choses autour et que vous êtes en train d'écouter le live ou le replay, vous me dites ce qu'il peut bien y avoir autour, ce qu'ils appellent le complexe olympique. Et d'un village olympique qui ouvriront leurs portes en 2017. Bon, 2017, mine de rien, on n'est pas très très loin, ça veut dire dans 6 mois on est en 2017. Bon, admettons dans un an, ils vont ouvrir le village olympique. Je suis curieux de voir parce que j'ai pas vu, moi spécialement, de construction, ni d'articles, ni de quoi que ce soit autour du village olympique, autour de ce complexe-là. La ville dispose également de son ancien stade omnisport à Mezzabana, ça je vois très bien ce que c'est. Un palais des sports. Le palais des sports, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est le palais des sports qui se trouve en face du parc municipal? Il faudra me dire ce que c'est que ce palais des sports exactement. Ensuite, ils disent 4 complexes sportifs et 3 piscines olympiques. Alors, je pense que je vois une piscine olympique qui se situe au centre du parc municipal. Ça, je pense que c'est une piscine olympique qui se trouve au centre du parc municipal. Mais enfin, 3 piscines olympiques. Je ne sais pas où sont les 2 autres. Donc, s'il y en a qui savent où se trouvent les 2 autres piscines olympiques, je suis preneur aussi. Et compte également 13 terrains de tennis. 13 terrains de tennis. Alors, il me semble qu'il y en a... alors Lidou me dit il est en cours de construction à Arcole, actuellement Bir El Djir. D'accord. Donc Arcole, ouais, c'est à l'est d'Oran, donc vers du côté du stade, c'est ça? Puisque je sais que le stade est construit à l'est d'Oran, là-bas. Lidou, Palais des Sports, à côté du parc. Bon, d'accord, c'est le grand bâtiment qui se trouve en face du parc. Ok, ça marche.
Donc 3 piscines olympiques, ça j'en vois une, j'en vois pas les deux autres, et compte également 13 terrains de tennis. Alors les terrains de tennis, j'en connais quelques-uns. Patricia, ma mère ne connaît pas non plus Judor, mais l'anisette liminana et l'anisette gras, et surtout l'anthésite. Ah c'est marrant l'anthésite. L'anthésite c'est un truc que buvait énormément mon arrière-grand-mère, et elle me faisait boire ça, et ma mère sur ses vieux jours, et je pense qu'elle devait commencer à faire remonter. Elle s'était remise à boire de l'anthésite aussi. Alors elle buvait de l'anisette gras. Ouais, l'anisette gras, mais l'anisette gras, c'est une trahison profonde, Patricia, je crois, hein, parce qu'il me semble que l'anisette gras vient d'Alger. L'anisette liminana, alors ça je connais pas l'anisette liminana. Et le jus d'or, alors personne ne connaît le jus d'or, ce qui me chagrine, hein. Il faudrait que quelqu'un arrive et connaisse le jus d'or, parce que quand même c'est pas possible. Et il compte également 13 terrains de tennis. Alors je pense qu'il y a des terrains de tennis hein, qui sont au niveau du théâtre de verdure derrière le petit Vichy, là-bas. Je vois des terrains de tennis du côté de Saint-Hubert, parce que mon père habitait Saint-Hubert, juste en face des terrains de tennis, et j'en ai encore discuté avec un Algérien il n'y a pas très longtemps, qui me disait qu'il avait grandi dans les années 80, 70, 80, et qui joue au tennis au niveau de Saint-Hubert, parce que c'est là-bas qu'il était. Il doit y avoir deux terrains de tennis sur l'est là. J'ai vu ça depuis l'appartement d'Amina au 15e étage. Il me semble que j'ai vu des terrains de tennis, mais enfin, j'en vois pas tant que ça. J'en vois pas tant que ça non plus. Donc si vous arrivez à me dire, et elle est par ailleurs bien dotée en infrastructures hôtelières, le Sheraton, le Méridien, l'Ibis, le Royal, l'Eden. Bon ça, ah ouais, ça je pense que je vois à peu près. Et alors, il y avait une dernière petite phrase qui me questionnait quand même là-dedans, c'est côté installation et infrastructure, nous disposons de tous les atouts pour bien organiser ces jeux. Oran a une notoriété internationale dans le tourisme. Oran a une notoriété internationale dans le tourisme. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire Oran a une notoriété internationale dans le tourisme, mais ça me questionne quand même la notoriété internationale dans le tourisme, parce que je vois pas énormément de touristes. Alors peut-être que c'est cet ensemble d'hôtels de luxe qu'ils appellent la notoriété internationale dans le tourisme, et d'un riche patrimoine culturel méditerranéen. C'est sûr qu'il est riche, ça c'est une certitude, mais comme il n'est pas en super état, je ne sais pas très très bien ce qu'ils entendent par là. Alors peut-être que ça va faire comme à Tlemcen, où le fait qu'il y ait l'organisation de l'année culturelle islamique en 2011, ils avaient complètement rénové la ville. Alors peut-être qu'ils vont faire une grande rénovation de tous les monuments, de tout le patrimoine culturel qu'il peut y avoir à Oran d'ici 2021, ce qui serait une bonne chose. Mais enfin, cette dernière phrase m'avait quand même pas mal questionné. Donc s'il y a des gens qui voient ça en replay, il n'y a pas de problème, vous répondez dessous à toutes ces petites questions hein, sur les piscines olympiques, sur le complexe sportif, les 13 terrains de tennis, le village olympique, etc., etc. Alors le village olympique, Lidou l'a mis. Et puis sur la riche notoriété internationale dans le tourisme, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, et le riche patrimoine culturel. Hein, et je pense que le riche patrimoine culturel, il est là, mais il est dans un état moyen. Je pense que tout le monde est au courant. Et j'espère que d'ici 2021, ils vont arriver à en faire quelque chose. Alors Nadine me dit, le litiné. Le litiné, c'est-à-dire l'anisette, hein, ou c'est quoi le litiné? Lidou me dit Judor. Bon, Lidou, tu connais Judor? Je pense que quand même, si je suis seul à connaître Judor, c'est pas normal, hein, parce qu'il y en avait plein quand même, hein, du temps où j'avais fait l'article, hein, qui connaissaient le Judor. Alors, Lidou, ma mère se rappelle très bien du Judor. Eh ben alors ça me rassure, très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis à 28 minutes, je commence à faire la demi-heure. Bon, je sais pas très bien si c'est une bonne idée de faire une demi-heure ou si je dois m'arrêter à 20 minutes, mais en tout cas, bah, je vous remercie d'être là, d'avoir participé. Nadine, eau gazeuse, donc le litiné, eau gazeuse. C'est marrant, alors eau gazeuse, mon arrière-grand-mère a toujours appelé ça la limonade, elle appelait ça l'eau qui pique. J'aimerais bien savoir si c'était que mon arrière-grand-mère qui appelait ça l'eau qui pique, parce que moi j'ai appelé ça très longtemps l'eau qui pique quand j'étais gamin, avant de comprendre que l'eau qui pique c'était la limonade. Mon premier mot c'était l'eau qui pique. Donc je ne sais pas très bien si c'était mon arrière-grand-mère qui appelait ça comme ça, ou si c'était un terme général qui existait par exemple en Algérie, ou qu'elle a récupéré d'ailleurs. Bon, sur ces belles paroles, n'hésitez pas à répondre sous les commentaires à mes petites questions là sur les Jeux méditerranéens organisés à Oran en 2021. Il y a des petites choses qui me questionnent.
En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Patricia, le litiné, ma maman connaît. Une eau pétillante. D'accord. Michel, le litiné, poudre que l'on versait dans une bouteille d'eau. D'accord. Et coucou. Eh ben moi, je vous dis au revoir, puisque je suis presque à une demi-heure. Martine, litiné un peu salé. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Ben, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Je vous salue et je vous dis demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. Ciao.